Tiers-livre, écran de nuit. Semaine d'Unseni, 51 histoires. On n'en lira que 5. Ou peut-être qu'une fois on en lira 3 brèves. Faudra changer de règle. J'ai appelé ça, cette semaine, Dunsany Fantastic Express. L'histoire par laquelle on commence ce soir s'appelle The Workman, l'ouvrier. Écoutez-la. J'ai vu tomber un ouvrier de son échafaudage depuis le haut d'un très grand hôtel. Et pendant qu'il tombait, j'ai vu que de son couteau, il essayait de graver son nom sur l'échafaudage. Il avait le temps de le tenter et d'y réussir parce qu'il devait avoir presque 300 pieds à tomber. Et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à cette folie d'accomplir quelque chose de si futile puisque non seulement il serait mort irrémédiablement dans 3 secondes, mais que les planches sur lesquelles il essayait de graver ce qu'il pouvait de son nom tant qu'il en avait le temps seraient revendues comme bois à brûler dans à peine quelques semaines. Alors je revins chez moi, où j'avais un travail à finir. Et tout ce soir-là, je me remémorais la folie de cet homme, au point que ses pensées m'interdisaient tout travail sérieux. Et tard, ce soir-là, alors que je travaillais encore, le fantôme de l'ouvrier s'en vint flotter à travers mon mur, et se tint devant moi, en riant. Je n'entendis aucun bruit jusqu'à ce que je lui parle, mais je pouvais voir la forme grise et tremblante, debout devant moi, tout agité de soubresauts de rire. J'osai enfin lui parler, lui demandai ce qu'il faisait rire. Alors le fantôme parla et répondit « Je ris de toi, assis ici, à travailler. » « Pourquoi ?» demandai-je. « Rire de quelqu'un qui travaille. Pourquoi ?»« Ta jolie petite vie s'en ira comme le vent, dit-il. Et votre vieille civilisation folle sera balayée par la marée dans un rien de siècle. » Et il se remit à rire de nouveau, mais cette fois bien audiblement, et riant encore, s'évanouit dans le mur et dans l'éternité d'où il avait surgi. I saw a workman fall with a scaffolding right from the summit of some vast hotel. J'ai vu tomber un ouvrier de son échafaudage depuis le haut d'un grand hôtel. On voit pas l'ouvrier qui bascule, on voit pas la chute, on voit juste l'ouvrier tomber. On est dans un moment de temps sans aval ni amont. Depuis le haut d'un très grand hôtel. Un hôtel, c'est un lieu de la ville qui est fait pour transiter, passer, chambre à louer, chambre éphémère. Et pendant qu'il tombait, tout d'un coup, référence temporelle, pendant qu'il tombait, on prend le temps de la chute, on l'isole. Il y a ça aussi dans le Zugrundegehen de la logique de Hegel, si vous connaissez. J'ai vu que de son couteau, il essayait de graver son nom sur l'échafaudage. Là, on est typiquement dans le fantastique. De son couteau, est-ce que j'ai moi quelque chose ? J'ai pas de couteau, mais j'ai un tournevis. De son couteau, il essayait de graver. Nous, on connaît, c'est rien de plus simple comme geste, c'est logique. Avec un couteau, on gratte un nom. Il y a tous les endroits qu'on va visiter, il y a toujours des noms gravés comme ça, avec une pointe ou quelque chose. Donc, comment mettre ça en cause ? Puisque la phrase nous le dit. De son couteau, il essayait de graver son nom sur l'échafaudage. C'est impossible, avec l'accélération, il avait le temps de le tenter et d'y réussir, parce qu'il devait avoir presque 300 pieds à tomber. Tout d'un coup, la ville est immense, la ville est très haute. 300 pieds, ça fait 100 mètres, ça fait un immeuble. On est bien avant l'Empire State Building, qui ne viendra qu'en 1937, mais on est déjà dans ce moment où à Chicago, par exemple, les immeubles commencent à prendre 10, 15, 20 étages. Et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à cette folie d'accomplir quelque chose de si futile, puisque non seulement il serait mort irrémédiablement dans 3 secondes, encore la référence temporelle, mais que les planches sur lesquelles il essayait de graver ce qu'il pouvait de son nom. Est-ce qu'on a le temps, en descendant de... Qu'est-ce que sera cette écriture comme ça, toute verticale, imaginez, comme une espèce de graphe, comme ça, qu'il faudrait revoir presque en anamorphose pour reconstituer le nom. Non, lui, c'est pas grave, on a oublié ça, puisqu'en 3 secondes, nous, on se concentre. Il dit, moi, je ne pouvais penser qu'à cela,
Donc, si lui ne peut penser qu'à cela, nous, on oublie de penser à tout le reste. Et pourquoi c'est impossible? Et c'est pas la question que ce soit possible ou pas. La question, c'est que dans l'éphémère même, la chute est un éphémère. Mais en même temps, ce geste de graver qui doit donner la pérennité, comme, je sais pas, je prends des livres que j'ai là sur mon bureau, de David Foster Wallace, Comédie infinie. Tiens, c'est de ce côté-là qu'il faut le regarder. Il est marrant celui-là. Ou les lettres de H.P. Lovecraft à Clark Ashton Smith, drôle de vie, cet écrivain californien. Qu'est-ce que j'ai encore sur ma table? La mastication des morts de Kerman. On a plein de rendez-vous à se faire ensemble dans ces écrans de nuit. Comme graver son nom tient à fabriquer cette même mémoire pérenne que celle que symbolise le livre, oui, mais ces planches qui ne sont pas l'autel, mais qui sont celles de l'échafaudage, une fois le bâtiment construit, on enlève l'échafaudage et on brûle, de même qu'on enlève toutes les ratures, toutes les constructions, les synopsis, les notes du récit, et qu'on ne garde que la dernière version. Alors je revins chez moi où j'avais un travail à finir. On a commencé l'ouvrier. Qui c'est l'ouvrier maintenant? C'est celui qui est à sa table et qui écrit. J'avais un travail à finir. L'ouvrier ne travaillait pas, il tombait. Tout ce soir-là, je me remémorais la folie de cet homme, au point que mes pensées m'interdisaient tout travail sérieux. Tard ce soir-là, alors que je travaillais encore, troisième occurrence de travail, le fantôme de l'ouvrier s'en vint flotter à travers mon mur et se tint devant moi en riant. C'est difficile? Non, un fantôme, on sait ce que c'est. Les fantômes, c'est fait pour traverser les murs. Puis l'ouvrier, on pense à lui, il nous obsède, il dit, j'arrivais à rien penser de ça. Ça, ce sera tout le fantastique de Lovecraft aussi. Est-ce que ce que je vois, c'est réellement l'ouvrier qui est devenu fantôme et qui a passé le mur, ou c'est parce que je suis tellement obsédé de ce que j'ai vu, la chute de cet homme, que j'ai l'impression qu'il est là, devant moi? Je n'entendis aucun bruit jusqu'à ce que je lui parle. Tout d'un coup, là encore, comment on joue sur l'ambiance sonore, l'absence de son qui devient elle-même comme ça vide ou menace. Mais je pouvais voir la forme grise et tremblante. On ne dit pas que c'est l'ouvrier, on dit que cette représentation est grise et tremblante, debout devant moi, tout agité de soubresauts de rire. Il se moque de lui. J'osais enfin lui parler, lui demander ce qui faisait rire. Alors le fantôme parla et répondit, je ris de toi, assis ici, à travailler. Encore l'occurrence. C'est quoi ce travail? C'est écrire. Travail, écrire. Et pourquoi demandais-je rire de quelqu'un qui travaille? Cinquième occurrence. Pourquoi? Ta jolie petite vie s'en ira comme le vent, et votre vieille civilisation folle sera balayée par la marée dans un rien de siècle. Et tout d'un coup, voilà encore le temps de la chute, le temps du travail, le temps. Et puis, tout d'un coup, ce qui concerne le fantôme au narrateur, ta jolie petite vie s'en ira comme le vent. Mais puisque ça, on le définit, ta jolie petite vie s'en ira comme le vent, puisque moi, ma vie, elle est partie. Et dans ce petit trait direct, aussitôt, et votre vieille civilisation folle sera balayée par la marée dans un rien de siècle. Et là, tout d'un coup, on passe à une menace à une bien autre échelle. Votre vieille civilisation folle, elle est vieille notre civilisation? Oui. Elle est folle notre civilisation? Elle l'est encore plus. Sera balayée par la marée. Quand? Vite? Demain? Tout de suite? Dans un rien de siècle. Et là, 1915, 2018, il y a 103 ans qu'il est ce texte. Pile un siècle, un rien de siècle, au pluriel. On vient déjà d'en manger un. Et il se remit à rire de nouveau, cette fois bien audiblement, riant encore, etc. C'est fini pour cette histoire, The Walkman. Demain, une troisième histoire. Il y en a 50, on pourrait les faire toutes. Cet ensemble de textes m'obsède tellement. Ça fait déjà plus de 2 ans. Une fois, je partais en Suisse à la fête de Solothurn. Je m'en souviens bien parce que c'est la dernière fois que j'ai vu Philippe Ramy. Et c'est dans le train pour Solothurn. Je suis tombé là-dedans, j'ai dit mais ça, je peux le faire qu'en traduisant. Et j'ai commencé, j'en ai traduit une dizaine, le temps d'aller à Soler. Et là maintenant, je suis convaincu d'aller jusqu'aux 50. Alors, j'ai écrit, il y a Dunsany, il y a un château, donc à sa mort, il y a eu une fondation, un trust, qui gère les affaires, et comme il y a des affaires immobilières, l'œuvre littéraire est gérée aussi par ce trust, qui fait qu'aujourd'hui c'est une agence anglaise, Curtis, à London, qui gère, il faut demander les droits. Alors le paradoxe, c'est que les textes publiés en 1923 aux États-Unis et au Canada sont dans le domaine public. Il n'y a pas eu de rétroaction de le passage à 50 ans puis à 70 ans.
Par contre, en Europe, maintenant c'est 70 ans, mais Dunsany, comme il était militaire, les années de guerre comptent en double, c'est sous droit jusqu'en 2042. Et le Trust a renouvelé cette possession commerciale des textes pour un siècle. Alors, moi j'ai fait la demande officielle. Je ne sais pas combien d'argent ils vont me demander. Ils préviennent que la réponse viendra en 3 à 5 semaines. Mais je sais que je vais le faire, ce bouquin. J'ai commencé à le mettre en page bilingue. Là, je le lis en même temps sur mon chantier. C'est pour ça que j'ai besoin aussi de le faire, comme ça, qu'on le fasse ensemble. S'il me demande trop cher, peut-être je ferai un Ulule ou un truc comme ça. C'est la première fois de ma vie, mais je veux aller au bout. Et puis, si c'est pas possible, j'ai trouvé autre chose. C'est libre aux États-Unis. Évidemment, Amazon, par exemple, quand je sors mes bouquins, il y a des contrôles très stricts sur la gestion des droits. Heureusement, ce qui n'empêche pas que, d'ailleurs, ils vendent cette espèce de merde imprimée en print on demand, et là, ils n'ont pas contrôlé. C'est parfaitement pirate et vendu par Amazon quand même, à peine 5 dollars d'ailleurs. Eh ben, mon livre, je le ferai au moins aux États-Unis et au Canada. Il y a assez de francophones, non là-bas. Faut bien jouer avec les vieilles lois du monde. Ça me déplaît pas, en fait, même à l'idée que je fasse ma traduction de Dunsany et puis que je n'ai le droit de la publier qu'aux États-Unis. À chaque fois que j'irai, je m'en achèterai un. À demain.